Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de OSEF Podcast. Salut Stéphane. Et salut Thomas. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de nouvel épisode. Ouais, tous les deux. Il n'y aura pas Johanna cette fois ? Non. Parce qu'on va parler de cinéma et comme elle y connaît rien. Oui, c'est ça. Ouais. On a préféré pas l'inviter. C'est ça, on va pas perdre du temps. Aujourd'hui, on va parler de Avoc, Ravage en français. Ouais. Bon, on va dire Avoc ou Ravage pendant le... Comme tu le sens. Moi je dis Avoc parce que comme tu étais annoncé, ça fait 2 ans qu'il est annoncé sous le nom d'Avoc. Je préfère, ouais. Donc, perso, je préfère Avoc, donc on va dire Avoc. Allez. Ouais. Balle perdue 3, donc 2 films d'action sortis sur Netflix. Ouais. Et on va en profiter pour vous expliquer pourquoi on aime le cinéma d'action. Ouais. Et pourquoi ces 2 films-là sont pas vraiment des bons films d'action selon nous. Non. Alors, on va pas spoiler ce qu'on va dire, mais en Ravage, ça va. J'ai pas trouvé que c'était nul, tu vois. Ouais. Alors que Balle perdue 3, par contre... Ouais, mais moi je l'ai appelé Temps perdu 3, là, dans mes notes. Alors, comme si vous nous écoutez depuis le début, vous savez qu'en général, on fait pas trop d'épisodes sur les films qu'on n'aime pas. Non. À part si vraiment on a des trucs intéressants à dire. Ouais, c'est ça en fait, si on peut rebondir sur justement ce qu'on aime. Voilà, et là, c'est pareil, on ne va pas avoir grand-chose d'intéressant à dire. Enfin, je pense pas que ça va être hyper méga intéressant sur les 2 films, mais justement, voilà, on va en profiter pour rebondir sur ça et expliquer donc pourquoi on aime tant le cinéma d'action. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On attaque de suite par Avoc ? Ça marche. On commence par Avoc, ça te dérange pas ? Pas du tout. Allez, c'est parti. Donc, réalisé par Gareth Evans, sorti le 25 avril sur Netflix. On parle d'abord de Gareth Evans ou on attaque de suite sur le film et on parle petit à petit ? Comme tu veux, comme tu le sens. Moi, j'ai pas revu là, les Gareth Evans, mais bon, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Hein. Ouais. Donc, j'attendais vachement ce film, surtout avec en tête d'affiche Tom Hardy, que j'adore aussi. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup Tom Hardy. Ouais. Donc, et en plus, c'est un des rares. Je suis pas fan des films Netflix d'habitude. Je trouve toujours qu'ils font les bons réals font souvent leurs plus mauvais films. Et lui, il avait déjà fait un film Netflix qui s'appelait le Bon Apôtre. Le Bon Apôtre que j'avais bien aimé. C'était cool. Faudrait que je le revoie parce que j'ai plus trop de souvenirs, mais je me rappelle qu'à l'époque, j'avais trouvé ça vraiment bien. Pareil. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait encore un plus gros espoir que ce film soit vraiment super. Mais en fait, c'est même pas qu'ils font des mauvais films, c'est des films un peu oubliables en fait. Quand tu les vois, tu dis pas c'est des bouses. Mais... ouais, c'est ça, parce qu'en fait, quand tu vois, quand même, ce mec-là, il fait quand même des films où, quand tu vois The Raid 1 et The Raid 2, il y a quand même une plus-value au niveau de la mise en scène entre les deux. Ouais. Donc tu te dis, ce mec-là, logiquement, le prochain, son évolution, c'est d'aller plus haut à chaque fois. Ouais. Et là, non, quoi. Quand tu vois Avoc, il régresse. Même si c'est pas le but de faire un The Raid 2 encore, tu vois. Mais je trouve que, voilà, il y a cette déception de te dire, est-ce qu'il a déjà tout donné alors qu'il a que 4 films, tu vois, le mec. Ouais, je vois, ouais. Voilà. On va le pitcher vite fait. Ouais. Donc ça raconte l'histoire d'un flic ripou qui arpente les endroits malfamés de la ville pour retrouver le fils d'un politicien mêlé à une affaire de drogue. Alors j'ai noté ça en une phrase. Ouais. Comme on est nul pour pitcher, je me suis dit je vais faire une phrase. C'est bien. Mais là, j'avoue que le pitch du film en soi, il est pas très intéressant. Tu valides le pitch ou pas ? Ouais. Voilà. Ouais. Je me rappelle plus c'est quoi la ville par contre. Je sais plus c'est quelle ville. C'est une ville fictive ou c'est une vraie ville, je sais pas. Je sais pas. Mais visuellement, en tout cas, ça en jette parce que ça fait vachement penser. Ça pourrait être ça ressemble un peu à Gotham. Ouais. Tu vois. Ouais, quand tu imagines l'univers de Batman, visuellement, je trouve que ça. C'est ça. Cette couleur-là, quoi. C'est un des points positifs que je garde moi du film, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un polar un peu hard-boiled avec cette gueule-là, avec des endroits où t'as pas envie d'être. Non, c'est ça, ouais. Ça pue le trottoir mouillé. Oui. Surtout chez les Américains. Bon, il y en a à Hong Kong, tout ça, les films de Sol Chung là qui sont sortis, les 3 derniers, plus les films. Lui, Gareth Evans, il sort de cette vague là de films aussi indonésiens là, avec d'autres films Netflix d'ailleurs, The Night Come With Us, The Night Come With Us, un truc comme ça. Ouais. Voilà, donc Forest, je sais plus. Voilà, en Asie, tu ressens qu'il a cette patte là justement. Ouais, mais c'est encore plus appuyé, je trouve, le côté dark, le côté moche. Enfin, moche. Oui, la ville est crade, quoi. Oui, voilà, crade, pardon, pas moche. Ouais. Ouais, je retiens aussi le côté violent et fun. Tu sens qu'il avait envie de faire plaisir. Oui, c'est brutal. Ouais. Quand on met un coup de poing, tu as les dents qui sautent, tu as les bras qui cassent. Voilà. Ça, sur ça,
je suis assez satisfait. Voilà. Oui. Et vraiment, rien qu'au niveau de l'ambiance, je trouvais ça plaisant de suivre ce personnage de Tom Hardy. Voilà, enquêter de manière pathétique parce qu'il est vraiment nul comme flic. Oui, c'est ça. C'est un peu vraiment mauvais père, mauvais flic, il n'y a rien pour lui. Non, c'est le mec vraiment perdu au milieu de tout ça et on sait même pas s'il a vraiment un but lui-même dans le film, quoi, en fait. Ouais, c'est un des problèmes d'écriture, je pense, parce qu'on te le présente comme essayant d'être un père qui veut se racheter auprès de sa fille et tout. C'est ça. C'est un peu balayé, ça, l'histoire de famille. C'est con parce que moi je pensais que ça allait être l'ancrage émotionnel. Ça allait être un peu son parcours, tu vois, au personnage, de se racheter. C'est un flic ripou, mais au moins il veut, tu vois, se racheter auprès de sa fille et être un bon père. C'est assez classique, tu vois, mais en général ça fonctionne. C'est intéressant, mais le problème c'est que moi je trouve, on rentre direct dans l'art. Alors vas-y. Du problème du film, c'est que ce mec-là, il est un peu, le personnage, quoi, il est un peu mis de côté. Et je trouve que en fait le héros, le perso principal, Tom Hardy, je me rappelle plus du nom du perso, donc je dis Tom Hardy. Je sais plus, c'est Tom Hardy. Et en fait, c'est le problème du film, c'est que comment dire, on dirait que Netflix ils veulent pas trop, ils assument pas ce truc côté film, tu vois, à l'ancienne, genre Schwarzy, Steven Seagal. Donc il lui met des sidekicks, mais qui sont presque plus utiles eux que Tom Hardy, tu vois. D'accord. Et que en fait, ça lui enlève de la plus-value à ce mec-là. Parce que je me rappelle d'une scène où, on en reparlera après, mais t'as un personnage, c'est une jeune fille qui est en fait la cible des méchants, entre guillemets. Donc t'as les méchants qui veulent la tuer et les gentils qui veulent la sauver. Et donc ça enclenche une scène de fight, et puis d'un coup elle se bat comme Donnie Yen, quoi, tu vois. Tu vois, mais ça sort de nulle part, tu vois. Et je me dis, bon, ok, ils veulent mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, c'est cool. Mais pour moi, ça assume pas ce côté, tu vois, Tom Hardy, Schwarzy, Steven Seagal, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'attendais de ce film, en tout cas. Ce que tu dis, en fait, ce que tu soulignes, c'est exactement le problème que j'ai pour Gareth Evans, même sur les The Raid et tout. Alors, j'ai vu The Raid, j'ai vu le début du 2, ça m'a saoulé, j'ai arrêté, j'ai pas forcé. En fait, le problème que j'ai avec The Raid, c'est que tu prends une scène d'action qui arrive à 20 minutes, tu la mets à 1h20 du film, c'est pareil. Oui. C'est-à-dire que tous les personnages ils se battent pareil, c'est ça. Tous les combats ils ont la même intensité, voilà. Il n'y a rien qui se dégage T'as raison, sauf que moi la plus-value justement des The Raid, c'est que t'as des mecs qui savent vraiment se battre, tu vois. Alors cette fille, je sais pas qui c'est l'actrice ou ça, mais la plupart des autres personnages, c'est Tom Hardy, c'est pas le mec de The Raid, quoi. Donc The Raid, il a quand même une mise en scène à l'ancienne, un peu à la Jackie Chan, où il va poser sa caméra et juste laisser les persos, les acteurs faire vraiment des prouesses, tu vois. Et c'est ce qui manque dans ce film-là. Et c'est pour ça que la mise en scène, du coup, elle est moins intéressante, c'est que des montages plutôt cut. Alors que d'habitude, encore une fois, il va laisser poser sa caméra. Et là, comme les mecs savent pas vraiment se battre, il est obligé de cutter. Et c'est aussi le problème du film, c'est sa mise en scène, c'est que je trouve qu'il n'y a pas trop d'impact, je trouve que c'est pas très lisible en fait au niveau des scènes d'action. Je dirais pas que c'est illisible, mais c'est pas non plus parfait, quoi. Dans la scène, dans le nightclub, là, l'espèce de boîte, je suis d'accord. Par contre, la scène de fin un peu à la nuit des morts vivants dans la cabane où ils doivent se barricader, ça va. J'ai trouvé ça franchement. En fait, moi j'étais peut-être moins dedans, donc mais je trouvais que en fait je me posais toujours la question de à chaque plan, je me disais ce plan est cool et tout. Ce qui se passe dans le plan est cool, mais j'ai l'impression qu'il fallait à peine reculer la caméra, tu vois, pour qu'il soit un peu plus lisible, tu vois. On aurait dit que c'était filmé vraiment trop près, trop zoomé, quoi. Voilà. Mais à contrario, ce que j'aime bien, c'est que justement le fait que ce soit cut, c'est que ça cède pas au truc de, tu vois, de la mise en scène de plan séquence là que je peux plus supporter là, gratuit, tu vois, ou genre. Donc ça, c'est ce qui m'a surpris parce que lui, je sais qu'il a fait pas mal de plans séquences, donc dans The Raid 2, je les avais adorés, hein. Mais après, c'était un peu. Il a fait une série qui s'appelle Gangs of London. Il réalise pas tous les épisodes, hein. Mais tous les réalisateurs, dont il y a Xavier Jans qui travaille dessus, ils avaient pris ces mêmes tics de faire des plans séquences, mais pour rien, quoi. Et puis moche, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de point de vue, en fait. La caméra, elle bougeait, elle suivait telle action, tu sais pas pourquoi, en fait. Alors, je suis d'accord avec toi, sauf pour les poursuites en voiture. Alors, je sais que j'ai vu certains retours qui disaient que les CGI sont moches, c'est pas faux. Ouais, c'est pas, voilà. Après, si la scène, tu vois, par exemple, il y a plein de films coréens où les CGI sont moches et je trouve ça bien, tu vois. Donc, pareil, si l'idée elle est bien et si la scène elle est percutante, ça va. Et je trouve que justement la scène d'intro avec cette caméra qui voltige un peu partout là, ce qui peut avoir tendance à m'agacer d'habitude, là je trouve que justement ça met la pêche. Et j'ai trouvé les poursuites vraiment cool en voiture.
elle est pas dégueu. En fait, moi, enfin, comment dire, je me posais toujours la question. C'est pour ça que cette scène, elle m'a un peu... Ah, quand tu regardais, tu te demandais si c'était... c'est vrai, c'est pas vrai. Bon, même si c'était plus sur le fake, parce que je me doute que... Enfin, je sais pas, ça aurait été peut-être filmé différent. Et puis, des fois, ça se voit. Donc, peut-être j'ai pas assez l'œil. Peut-être c'est hyper logique que ce soit fake, tu vois. Mais je me posais la question. Et du coup, ça m'a sorti... J'étais pas immergé, quoi. Je suis d'accord parce que au début de la scène, je me suis dit, attends, c'est filmé en drone, ça Et après, je me suis dit, arrête de te poser les questions, ça va te gâcher. Donc, voilà, j'ai pas fait gaffe. Mais du coup, en fait, moi, ça me dérange pas. Par exemple, tu parles d'un film... Non, c'était un film coréen. C'est le film, la suite de Dernier Terme pour Busan. Oui, qui est Peninsula, et à la fin c'est vrai que ça critiquait, mais moi j'ai adoré le film. Enfin, je trouve qu'il est génial. Alors malgré cette scène il est hyper bancal, il est vraiment il est bizarre ce film, mais il est tellement, enfin, quand on l'avait vu ensemble, on a tellement rigolé, trouvé ça fun que c'est pas grave. Voilà. C'est ça, donc là ça passe. Par contre, Gareth Evans, ça me gêne un peu plus. Ça me gêne un peu plus parce que c'est un mec qui encore une fois, quand tu vois la différence entre The Raid 1 et The Raid 2, on dirait que chaque scène de The Raid 2, il a voulu faire la meilleure scène à chaque fois, tu vois. T'as une poursuite en voiture, il a voulu faire la meilleure scène de voiture possible. Quand il fait une scène de baston dans la boue, dans la prison, il veut faire la meilleure scène de baston dans la boue, un peu comme Spielberg, quoi. Bon, on va pas... C'est peut-être pas le même niveau, il n'y a pas le même budget, mais Spielberg, quand il te fait la scène du débarquement, il veut qu'il n'y ait plus rien qui passe derrière. Il n'y a pas un mec qui va arriver et qui va faire une scène de débarquement, tu vois. Et là, qu'il ait fait du CGI, je trouve ça dommage, en fait. Tu vois, je me dis, il a perdu un peu cette exigence de se dire, je vais faire la meilleure scène possible de bagnole dans une rue... une espèce de, je vais dire New York, je sais plus si c'est New York ou pas, mais... Les ambitions, elles sont pas aussi hautes que dans ces autres films, bien sûr. Oui, après voilà, c'est ça le truc, c'est est-ce qu'il a pas tout donné dans ce style-là, donc il va falloir qu'il apporte de la plus-value à côté, mais du coup si la plus-value à côté elle est ratée comme l'ancrage émotionnel pourri avec sa mère, sa fille, comme les espèces de... Franchement, l'enquête, on s'en fout. Ouais, l'enquête, on s'en fout. L'homme politique et tout qui débarque. Forest Whitaker, même le choix de l'acteur et tout, putain, le mec, ils l'ont pris là... Il était en congé, ils l'ont appelé, ils ont dit... C'est ça, ouais. Non, mais il n'y a rien. Le mec, il joue même pas, quoi. Forest Whitaker, c'est toujours... c'est un peu l'acteur qui... un peu comme Gérard Lanvin dans Balle perdue 3. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. C'est exactement ça. Je sais pas si ça fait une bonne transition. Non, mais oui, franchement, oui. Je sais pas si on a tout dit sur Ravage, mais en tout cas... Moi, j'ai encore des trucs à dire, en vrai. Vas-y. Par exemple, je vais quand même lui trouver des qualités. C'est justement cette fameuse scène dans la boîte de nuit. Ouais. Là, par contre, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment des qualités au niveau du récit. C'est-à-dire que, comme tu disais, l'enquête, elle est tellement... En fait, tu t'en fous presque. Et au début, je comprenais rien. Et encore une fois, il est dans cette espèce d'école un peu asiatique, c'est-à-dire que... Il y a beaucoup de films comme ça, asiatiques, où l'enquête, elle est un peu... tu rentres dans le film, on dirait qu'il n'y a pas de début. Tu es censé connaître des trucs, tu connais pas. Des Stewart. Moi, je me souviens que quand j'ai vu Time and Tide, la première fois, j'ai rien bité, alors que l'enquête... J'ai arrêté, moi. Donc... en fait, moi, je l'ai revu pour vraiment comprendre. Mais c'est tout simple, c'est juste que c'est raconté de façon... Donc lui, on aime bien, encore une fois, il est dans cette école-là, il sort de ce truc-là, film asiate. Mais je trouve que cette scène-là, en fait, elle rejoint, je trouve qu'elle est presque, je trouvais vraiment brillante, en fait, parce qu'au niveau du récit, il y a tous les persos qui prennent de l'ampleur à ce moment-là, et tu comprends, dans cette scène, qui fait quoi, qui sont les flics ripoux, qui sont les flics ripoux, mais pas vraiment ripoux, la fille... celle qui se fait traquer, tout ça, tous les persos prennent l'ampleur, son copain... Et voilà, ça j'ai trouvé vraiment cool, mais à contrario, c'est après cette scène, pour moi il n'y a plus rien, quoi. Après le truc film, c'est qu'il tu as raison, il y a tous les persos qui se retrouvent à cet endroit-là, mais justement, là tu remarques aussi qu'il y a des persos qui servent vraiment à... L'oncle là, Attends, l'oncle... je sais pas si c'est l'oncle ou qui veut aider la fille là. Ah putain. Ah oui, j'avais oublié le Mexicain là. Louis Guzman. Oui, voilà, exactement. Lui, il se retrouve là dans la boîte. Si, mais il n'aurait pas dû être là. Il aurait dû rester dans son garage. Qu'est-ce qu'il fout là, tu vois ? C'est pas ce qu'il fout là. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais c'est vrai que là, pour moi, le film a commencé à avoir l'intérêt là, mais en fait, c'est retombé directement après parce que toutes les cartouches ont été utilisées, parce qu'après, même les scènes d'action qui suivent, le final, c'est un peu une redite. Ouais. Et voilà, et puis le récit, il est un peu, le final, tout le monde se rejoint pareil, tu sais pas pourquoi ils se rejoignent là, c'est vraiment d'une facilité absolue. Je retiens justement la fliquette là, avec son fusil à pompe qui arrive
Enfin, elle est, je sais plus où, là, avec trois mecs badass, mais elle arrive quand même à elle les emmène là, on sait pas comment, des fois, comme par magie. Je sais pas pourquoi ils tirent pas, ils auraient pu se tuer 40 fois. C'est ça, oui, non, c'est sûr, c'est un peu bordélique. Voilà. Mais franchement, au final, moi, quand le film s'est terminé, je me suis dit, bon, ça va. En fait, comme l'ambiance était cool, les scènes, là, on a surtout dit du mal, mais il y a quand même des scènes bien gore qui font plaisir. Le coup du harpon. Oui. Franchement, le plan il est génial et tout. Enfin, il y a vraiment des trucs que j'ai trouvé vraiment. Genre l'année prochaine, s'il passe, je vais le mater. C'est une série B bancale. Voilà. C'est ça. On peut en avoir dans les années 90. Mais comme tu dis, on est en droit, ça tendra mieux si on est fan je pense aussi. Gareth Evans. Et surtout avec un truc à l'ancienne avec Tom Hardy, encore une fois complètement sous-exploité. Et encore une fois, après j'ai encore un truc à dire sur la mise en scène en soi. Oui. Et ça, c'est encore les gros défauts des films d'action de maintenant. C'est cette espèce de comment dire, de posture en mode le film, les scènes d'action, c'est juste ah ouais, là ça doit faire mal, hein. Ouf, tu vois, ah oui, aïe putain, le coup qu'il lui a mis là, voilà, c'est que ça. Enfin, pour moi, c'est l'action, c'est que ça en fait, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est rallongé, le seul comment dire, le seul truc qui t'accroche aux scènes d'action, c'est ça, parce que en soi il se passe rien quoi en fait. Oui, c'est ça. Rien d'autre que ça. Ça manque de lien entre les scènes. Voilà, ça manque de lien. Mais ça c'est encore pire dans Balle perdue 3, je trouve. Balle perdue 3 là, là on est Est-ce qu'on passe à celui-là? Ouais, je pense que moi j'ai tout dit sur J'ai tout dit aussi, et donc voilà, au final ça vieillit pas très bien dans ma tête. Non, c'est ça aussi. Quand je suis sorti du film, je me suis dit, bon, c'est un peu naze, mais je trouvais ça quand même cool, ça passe, tu vois. Oui. Et là, effectivement, en prenant quelques notes pour cet épisode et tout, je me dis, en fait, c'est vraiment pas pareil, terrible. Moi, déjà, j'ai du mal à prendre des notes, parce que ça fait 15 jours qu'on l'a vu, quand il est sorti, à peu près le jour même. Et ouais, c'est ça le problème, c'est que ça vieillit, non seulement ça vieillit mal, mais ça disparaît aussi. Je me rappelle, on était à fond, on s'est dit, putain, le soir même, on fait un épisode, ça va être génial. Ouais, putain, Et en fait, ben voilà. Ouais, c'est du Netflix. Donc, Balle perdue 3, réalisé par Guillaume Pierret, sorti le 7 mai sur Netflix. Ouais, donc là, c'était quoi, il y a 2 jours? C'est ça, le jour où on enregistre, c'était il y a 2 jours. Donc, pour le petit pitch, pareil, j'ai essayé de faire 2 phrases... sauf si tu veux essayer de le pitcher. Non. C'est dur, hein. Franchement, j'ai eu du mal. Je sais même pas ce que ça raconte le film. Donc c'est la suite directe du second opus. Donc l'assassin de Charas, je sais pas si on prononce Charas ou Caras. Non, Charas. C'est Charas, donc joué par Ramzi Bedia. Ah oui, non, j'étais sur du Rochelle, moi. Donc si tu as oublié déjà ça, c'est sûr que t'as rien compris au film. Oui, on n'a pas précisé, voyez les films avant d'écouter, parce que même pas que pour les spoils, mais surtout, voilà. Non, surtout que vous allez rien comprendre si vous n'avez pas vu les films, dans ce qu'on va dire. Donc je reprends, c'est la suite directe du second opus. Donc on a donc l'assassin de Charas, le flic ripou Areski, qui décide de rentrer en France pour faire tomber le chef des flics corrompus, joué par Lanvin. Lino, le héros, découvre qu'il est de retour au pays et décide de le pourchasser pour venger la mort de Charas. Donc c'est pas très grave, hein, c'est vraiment un pitch de film d'action de base. C'est ça. Sauf que, par rapport aux 2 premiers, déjà, je trouve qu'il y a une baisse de qualité assez notable. Le 1, franchement, je trouve que c'est un bon film. Ouais. C'est vraiment... Il sort de nulle part. C'est qui ces petits Français qui essaient de faire des films d'action dans les rues de France avec des... Tu vois, c'est vraiment... Ouais. Et il y a ce concept de la balle perdue, quand même. Ce concept de la balle perdue. Et puis faire des cascades en dur, tu vois, avec des Renault 5. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, voilà... c'est pas pour faire le chauvin, mais ça fait plaisir de voir des scènes d'action. Non, mais c'est bien. Il y a un personnage très marqué. On aime bien dans les films d'action. Avant, il y avait Steven Seagal, le cuistot. Là, c'est le garagiste, tu vois. C'est ça, bien sûr. Il y avait tous les ingrédients qu'on aimait. Et aussi, c'est cool de voir des scènes d'action autre part qu'à Paris. C'est filmé en France, tu vois. Voilà, non, ça c'est cool. Et le deuxième épisode, je l'ai trouvé moins bien. Mais ça se tenait encore, tu vois. Ouais, franchement, c'était correct. C'est un film, si tu regardes les 2 d'affilée, moi, je crois que j'avais fait ça d'ailleurs. Enfin, d'affilée, façon de parler, quoi, un jour après l'autre, tu vois. Mais c'était bien, quoi. Donc là, franchement, je partais confiant pour le 3e. Ah oui, j'avais très hâte. En plus, toute la team, elle m'est sympathique. Moi j'aime beaucoup. Oui, franchement, l'acteur, comment il s'appelle? Alban Lenoir. Ah, Alban Lenoir, ouais. Je croyais que tu disais Peter Dinklage. Ah oui. En mode... oui, pardon, putain. En mode géant. Je confonds tous les... Il a la même tête sur l'affiche. Ah oui, c'est clairement. C'est toi qui m'as fait remarquer, mais une fois que tu m'as fait remarquer, c'est bon. Il a la même tête que Tyrion Lannister sur l'affiche. Voilà, donc du cinéma d'action, généreux, tout le bordel. Donc ça, franchement, c'était fait pour me plaire.
Quand je suis sorti du film, je me suis dit, c'est pas possible, c'est raté. Ouais. Bah, le problème, c'est que même pendant le film... c'est... Oui, même pendant le film, je me suis dit, bon, c'est pas possible. Donc, déjà, c'est le plus long. Il dure 1h50, quand les autres duraient 1h25-30. Ouais. Donc ça, c'est bien si t'as quelque chose à raconter, mais là, il n'y a rien à raconter. Hein. Ben, le truc, c'est qu'il manque un film entre les scènes d'action, je trouve. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de liant, il n'y a rien. Je crois que ça arrive vers le milieu du film, la baston dans le tram, ou pas? Ouais, enfin plus vers le... Oui, milieu... Première moitié, quoi, à peu près. Ouais, c'est la meilleure scène du film. Ouais. Je trouve, et après, il n'y a plus rien, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, la scène est cool, le concept est cool, ils ont bien mis les 3 persos en valeur. Enfin, on attendait un peu cette scène, quoi. Et je trouve que, franchement, c'est une très bonne idée. Mais après, c'est vide, hein. C'est-à-dire que, de toute façon, le film n'a plus rien à raconter, hein, parce que dans les 2 premiers, même si c'était très léger, il y avait quand même une évolution dans la relation entre les personnages, tu vois. Oui. Avec sa copine, la flic, tout ça, ça a évolué. Là, il n'y a plus rien, c'est fini, tout ça. Mais il y a cette idée de... Parce qu'en fait, dans le film, ça tourne... Alors, ils ont gardé ça pour le final, mais pour moi, ça aurait dû être tout le film. C'est-à-dire que... comment il s'appelle, là? Kavinsky, là, je sais pas quoi, là. Areski. Kavinsky. Lui, en fait, il faut le... Comment on dit? Il faut l'escorter. C'est ça, à la frontière, ou je sais plus quoi. Donc là, tu peux faire un film, rien qu'avec ça. C'est ça, ouais. Mais tu fais un film d'1h20 avec... Alors, je sais pas si c'est possible, hein, par rapport au budget et tout, mais... Pour moi, le film, ça aurait dû être que ça pendant 1h20 et faire un espèce de ouais, non, franchement, film d'action. Ça finit en prout. Hein. Ouais. Franchement, en fait, la seule bonne idée du film, elle est jamais exploitée. Enfin, c'est comme ça que j'ai pris Balle perdue 3, c'est l'histoire de 3 personnages trahis. Donc, tu as Areski qui est trahi par son chef, là en vain, qui veut le buter. Tu as Lino qui est trahi par Areski. Et l'homme de main, tu sais, l'homme de main balafré, oui, là, voilà, qui est aussi trahi par l'en vain. Donc, tu as ces 3 personnages qui veulent tous s'entretuer, mais qui ont aussi des ennemis en commun. Et ça c'est le truc classique. Ça aurait été fou. Hein. Voilà, c'est le truc classique de s'entraider. Enfin, il y a eu des dilemmes moraux, des trucs. C'était ça le truc le plus intéressant, tu vois. Tu mets ça dans la poursuite, enfin dans un film de poursuite, voilà, pendant l'escorte et tout. Où tu joues comme tu dis là, tu joues entre les relations qui un coup je suis avec lui, un coup je suis pas avec lui, machin, un coup on s'entraide. Ça aurait créé une dynamique énorme en fait. Ça aurait été génial, oui. Franchement. Et au final, c'est juste la baston dans le tram. Ouais, et après c'est catastrophique. Il y a une scène de poursuite là dans la ville, mais je crois que c'est avant. C'est catastrophique en mise en scène. Non, il y a rien. Hein. Je suis méchant, mais c'est vraiment le ressenti juste. Et je me faisais chier, quoi. C'est un enchaînement de plans. En fait, t'as le plan large, les voitures de derrière, le plan d'un coup sur la tête d'un des 3 persos, parce qu'ils sont 3 chacun dans une voiture. Donc un plan sur la femme, après encore plan large, un plan sur Alban Lenoir, après encore plan large, un plan sur la tête du Vauchel. C'est lénifiant. Non, Ben non, on n'est pas méchant. Hein. Enfin, on a dit du bien, du 1, du 2, donc là c'est vraiment une déception. C'est pas pour ça que j'irai pas voir ces autres films, mais c'est bien sûr, projets, tu vois. Mais là, franchement, je sais pas pourquoi. Je sais pas, en fait, ça méritait un film. Moi, je pense que ça méritait pas la peine de faire le 2, le 3. Oui, voilà, il y a ce truc de la balle perdue. Il me semble que c'est réglé dans le 1, hein, si j'ai plus de conneries. Non, mais c'est triste. Et puis même le final, quoi. Ils se sont dit, bon, on va faire une poursuite. Dans le 2, c'était pas mal, la poursuite sur l'autoroute, là. Oui. Avec lui, il a un truc sur sa voiture. Ils font sauter les voitures. Voilà. Là, ils ont dit, on va faire la même chose, mais avec un autre concept, mais nul, cette idée de feu d'artifice, là. C'est ça. En fait, c'est des feux d'artifice pour cacher la vue aux autres voitures et à un hélico. En fait, il manque des idées de scène marquantes pour justifier un troisième film. C'est une fausse bonne idée, en fait. À la limite, ce truc des feux d'artifice, tu le fais une fois. Oui. Mais tu mets pas toute la scène là-dessus, quoi. C'est un peu léger, quoi. Donc voilà, après, bien sûr, que le problème, c'est qu'il y a sûrement... Bon, il faut dire ce qu'il y a, on s'est fait chier comme des rats, et le problème, c'est que moi, je suis passé à côté, il y a sûrement des cascades de fous avec l'hélico, tout ça, tu vois, enfin, c'est top. Oui, non, mais les scènes en elles-mêmes, en fait, c'est ça, c'est que les scènes en elles-mêmes, elles sont pas nulles. Ouais. Mais ça, je vais l'évoquer après en expliquant pour ce que j'aime et ce que j'aime, pas ce que j'aime pas dans le cinéma d'action, parce que ces 2 films-là, c'est vraiment symptomatique de ce qui pour moi fait des mauvais films d'action. Donc on va l'évoquer je vais l'évoquer plus tard, mais si entre les scènes d'action tu mets rien, ton film d'action il peut pas fonctionner. Non, c'est ça, il marche pas. Non, il marche pas du tout. Comme tu disais, il a des persos intéressants et il les fait jamais se confronter vraiment, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est les confrontations. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il va jouer sur cette dynamique. Après la scène du tram, je me suis dit, là, le film, il va décoller, il va jouer sur ça. Exactement. Ils vont peut-être pas se mettre ensemble, mais déjà, je me suis dit, bon, c'est classique, mais ça peut marcher, l'histoire de rédemption d'Areski, tu vois. Ouais.
En plus, il le met un peu sur le tapis, ça, parce que tu as un flashback, où il dit, voilà, il n'a pas eu le choix, il l'a forcé à le buter. Donc, tu vois, et ça n'est jamais dans le film. Après, il laisse tomber. L'autre, il n'est pas au courant. Enfin, l'autre, il ne sait pas. Alban le Noir. Il n'y a pas de dilemme. C'est ça, Alban le Noir, il le déteste toujours, il ne sait pas qu'il a été obligé. Pourquoi tu le mets sur le tapis si tu ne le traites pas après? C'est ça, en fait. Il pose des pistes, mais il les développe pas, alors que c'est vraiment tout ce qui manquait à ce film, et ce qu'il y avait dans les deux premiers, c'était ça. Tout le parcours du balafré, c'est quoi? Il se fait trahir, et d'un coup, il arrive comme un Deus Ex Machina à la fin, il sort, il met un coup de fusil à tout le monde, il s'en va. Ouais, c'est la résolution facile. Merci, au revoir. Et voilà, encore une fois, pour le film le plus long de la saga, c'est chaud d'être passé à côté de tout ça, quoi. Dommage. C'est gros gâchis, je pense. Ouais. Donc, est-ce qu'on passe sur le cinéma d'action? Pourquoi on l'aime? Ouais. Alors, en fait, pour moi, le cinéma d'action, il contient deux choses fondamentales. Déjà, je préfère préciser avant de faire mon petit pitch, là. Ça, c'est pour moi comment j'aime les cinémas d'action. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils soient comme ça. Oui, je comprends. Oui, c'est ce que tu vas trouver, que tu vas piocher dans les films. Exactement. Je veux dire, il y en a qui adorent... quand Nolan fait des films d'action, moi c'est pas mon style, mais je respecte et je comprends tout à fait tant mieux qu'il y ait d'autres manières de faire. Voilà, c'est ça. Je veux pas qu'on croie que je sais comment faire un film d'action. La vérité absolue. C'est moi ce qui me touche et pourquoi j'aime le cinéma d'action. Donc pour moi, le cinéma d'action contient deux choses fondamentales: un travail sur les corps et la mise en scène ou la chorégraphie du chaos. Donc je m'explique. Le travail sur les corps, en fait, c'est ce qui fait pourquoi on adore, par exemple, les films de super-héros. On s'attache avant tout à un héros de film d'action par rapport à son corps, sa dégaine, comment il bouge, comment il balance ses punchlines, comment il se tient, tu vois. Même comment il est habillé. Pour moi, un héros doit avoir un style marqué, tu vois, genre Jackie Chan, John McClane, le Terminator, Furiosa, Chow Yun-fat. Ils ont tous une façon de se mouvoir, de se battre et de se déplacer unique. Tu les reconnais direct, surtout Jackie Chan. Oui, c'est clair. Il joue le même personnage dans tous ses films. Ouais, c'est vrai. Et ça marche à chaque fois, c'est un truc de fou. Et en fait, dans l'action, chaque personnage important, que ce soit le héros, le méchant, l'acolyte, etc., en fait, doit pouvoir se détacher du reste. Comme je disais dans The Raid, c'est ça qui manque. C'est que chaque personnage, il n'a pas un style particulier, un truc, et il se bat pareil. Ça pour moi, j'allais dire, c'est pas rédhibitoire. Tu peux faire, par exemple, je sais pas moi, tu prends Piège de cristal. Pas tout le monde a une façon de se mouvoir ou de bouger particulier, tu vois, mais ça joue sur autre chose, tu vois. Ça joue sur la mise en scène, j'en parlerai après, ça joue sur autre chose. Donc par son style de combat, par son attitude ou par son code moral, peu importe, mais je trouve que c'est important que chaque personnage se démarque. Pourquoi par exemple, pour moi, Fury Road, c'est un grand film, parce que chaque groupe d'ennemis a une manière différente de se mouvoir dans l'action. Donc résultat, visuellement, tu es toujours impliqué, sollicité, et ça devient ludique. Pour rester sur Fury Road, pour rester sur cet exemple, en fait, si je m'attache à Max et à Furiosa, c'est pas par rapport à leur parcours, leur histoire, c'est surtout quand ils sont complémentaires des scènes d'action. Par exemple, quand tu regardes Fury Road, au début, par exemple, tu as Max qui a des flashs de sa fille. Ça dit des trucs sur le personnage, ça explique pourquoi il va aider, tout ça, mais c'est pas grâce à ça que je suis attaché à lui. Par exemple, la scène où il y a les motos, quand il passe sous l'arche là, c'est là où il commence à bien s'entendre avec Furiosa, et il commence à se balancer, à se comprendre, à se balancer les flingues, à tirer, à se baisser quand l'autre il tire. Mais là, rien qu'en parler, j'ai des frissons, et c'est énorme. Ça c'est grâce à ça que je m'attache au personnage, mouvement des corps et tout, tu vois. C'est pour ça que pour moi c'est hyper important. Genre, dans Terminator, Schwarzenegger, il est inoubliable. Ah oui, mais c'est ça. Donc Schwarzy, c'est le mec, juste son corps. J'allais au cinéma pour voir un mec comme ça que tu voyais nulle part ailleurs. Exactement, c'est ça. C'est le charisme. Parce que souvent on dit Schwarzy joue mal, mais c'est juste parce qu'il a sa façon de parler qui est un peu bizarre. On dirait qu'il récite et tout, et puis il a son accent autrichien. Mais en termes de comme tu disais, la façon de se mouvoir, la façon de son regard, la façon de se déplacer, il est génial. Schwarzy, c'est un grand acteur à ce niveau-là. Et c'est pour ça que c'est un grand acteur de films d'action qui pourrait peut-être pas jouer dans d'autres types de films. Mais voilà, c'est quand il commence à faire de la comédie, il est un peu cringe. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, il y a d'autres façons de jouer. Voilà, quand il tourne la tête, machin. Parce qu'il sait jouer. Il était culturiste, c'est ça qu'on dit. Donc il sait jouer avec son corps, il sait l'utiliser. Totalement scénique, Donc ça, vraiment, c'est pour l'aspect. Quand je parle de la gestion des corps, ça fait peut-être terme un peu pompeux, mais j'avais pas trouvé comment dire autrement. En fait, c'est ça. Donc le cinéma d'action. C'est pareil Stallone, c'est pareil Steven Seagal. Tu vas voir des mecs Van Damme et tout. Enfin, leur façon de bouger, ce qu'ils sont capables de faire, et puis ou juste leur charisme en fait.
t'y attaché. T'as même pas besoin de, comme tu disais, t'as même pas besoin de présenter les persos en fait. En général, dans les bons films d'action, même dans les films d'action un peu bas du front, genre Commando. Oui, voilà, moi je classe un peu tout. Voilà, genre Commando, le personnage il est présenté dès le début, sans dialogue. Ça, c'est le grand classique de l'introduction des héros de films d'action. Normalement, il est introduit sans dialogue. Ben, il marche avec le tronc d'arbre sur l'épaule, il sort de la forêt, donc genre c'est le prédateur ultime. Tu vois, il sort de la forêt, tu vois tous ses muscles. Donc tu sais que le mec, tu sais que le mec, personne va l'attaquer, il va couper son propre bois, il le porte sur le dos, donc c'est le plus fort du monde. Voilà, donc c'est la virilité. Mais et ça, du coup, je trouve que ça manque, dans les deux films dont on a parlé. Ouais. T'as pas vraiment de trucs marquants. Moi, j'aime bien la dégaine de Lino et tout. Hein. Ouais, il est cool, hein, parce que c'est un bon acteur. Ouais, en fait, il joue plus sur le registre John McClane, tu vois, du mec qui est là au mauvais moment. Donc il joue le rôle du mec lambda, tu vois. Ouais. Sauf que voilà, il se bat comme Jackie Chan. Ouais, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? John McClane, il se bat pas comme Jackie Chan. C'est ça, c'est soit tu fais un, soit tu fais l'autre, quoi. Mais non, eux, ils arrivent pas. C'est ce que je disais avec la gamine là. Oui. Qui sait Havok qui sait se battre. Ouais, voilà. Ou alors présente-le avant, tu vois. Je sais pas. Tout le monde sait se battre, c'est magique. Ouais, voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est pareil pour les persos qui sont très marqués, même c'est juste. Je reviens sur Commando pour pas prendre, parce que bon, c'est sûr que Fury Road, là, on est au niveau du chef-d'œuvre absolu, mais même comme tu disais dans les petits films qu'on trouve bancal, mais Commando, tous les ennemis, c'est juste parce qu'ils vont avoir une réplique, même Piège de cristal et tout, hein. Ils vont avoir une ou deux répliques, en fait c'est ça qui va les rendre marquants, les persos. Et c'est pour ça que quand ils vont se faire buter et tout, soit tu vas être content que le héros les défonce, quoi, tu vois. Donc voilà, ça c'était pour la gestion des corps. Pour ce qui est de la chorégraphie du chaos, donc évidemment là je parle de mise en scène quand je parle de chorégraphie. Et en fait je parle purement en termes de grammaire cinématographique, pas de direction d'acteur ou autre, tu vois. Vraiment la base de la base, le montage, où je mets la caméra et pourquoi je la fais bouger comme ça. Tu vois, là, je parle vraiment des trucs de base. Donc, et encore une fois, je parle de mon point de vue. Je dis pas que c'est la seule façon de faire. Donc, il y a deux genres dans le cinéma qui pardonnent jamais d'avoir une mise en scène peu inspirée. Pour moi, je sais pas si tu es d'accord, c'est cinéma d'horreur et cinéma d'action. Ouais. Je dis pas que pour le reste c'est secondaire. Hein. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est toujours important. C'est un cinéma de spectacle. Donc, je sais pas, par exemple, tu prends Halloween de Carpenter, où on parlait de Die Hard tout à l'heure de McTiernan, tu remplaces le travail formel qui a été fait sur ces deux chefs-d'œuvre pour moi. Ouais. Tu mets une mise en scène fonctionnelle, il y a tout qui s'écroule. C'est ça. Ça marche pas du tout. Non. Tout est vraiment basé sur la mécanique de la mise en scène. Enfin, dans le film d'horreur, c'est comme les dents de la mer. Hein. C'est juste un requin qui tue des gens. Et puis, exactement. C'est toute la mise en scène autour. Et le récit aussi. Bon, faut parler aussi du scénario, mais ça, on parlera après. Mais la structure scénaristique aussi qui est importante. Tu vois, alors pour moi, c'est encore au second plan. Parce que par exemple, j'adore Transformers 3. Ouais. C'est une aberration scénaristique. Oui. Moins que le 2, mais c'est quand même une aberration scénaristique. Ouais. C'est 4 fois trop long, les dialogues ils sont nazes. Ouais. Mais pour moi, c'est un grand film d'action. Je vois ce que tu veux dire. Mais oui, d'ailleurs, c'est deux genres où ça expérimente beaucoup, quoi. Genre des films où il n'y a pas de dialogue. C'est des genres où ça essaie juste des plans séquences. Alors, tu prends les plus grands high concepts du cinéma, c'est souvent des films d'horreur ou des films d'action. Ouais, c'est ça. Alors que, par exemple, même si j'adore ces films, tu prends Super Grave ou Dirty Harry, deux styles différents. Ouais. Ils ont deux mises en scène qui sont propres, c'est pas moche, mais c'est fonctionnel. Quand je dis fonctionnel, c'est pas un gros mot, tu vois. Oui, non, je vois. Voilà. Mais c'est pas. Si John Noël il me fait rire en Super Grave, c'est pas parce qu'il y a un mouvement de caméra ou un choix d'un plan, tu vois. Oui, c'est ça, c'est pas. Comment dire, il y a pas dans le... Je vais pas dire stylisé, parce que c'est un mot que j'aime pas, et justement, il y a des films juste avec. On en parlera après, mais. Ouais. Où justement, ça me sort du film, ce côté stylistique, mais. Voilà, ça... c'est vraiment pour jouer sur l'immersion à fond, en fait, cette mise en scène-là. Oui, c'est cinéma immersif, il faut que tu rentres dedans. Mais voilà, tu n'es pas obligé de faire... moi, je vais prendre l'exemple de John Wick, bon, j'en parlerai un peu plus, que j'aime pas. Enfin, à part le premier, les autres, j'aime pas. Qui joue vraiment sur le côté stylistique, ça se dit ou pas? Ouais, oui, c'est bon, on a tous compris. Ouais, voilà. Alors qu'un Die Hard qui est très, très travaillé, tu ressens... Enfin, comment dire, je préfère sans voix ça parce que c'est beaucoup plus brut, j'ai envie de dire, plus réaliste. Alors que je vois ce que tu veux dire. Pourtant, c'est très chorégraphié. Voilà. Oui, je comprends. Là, pour moi, c'est du génie, quoi. Parce qu'en fait, je pense, c'est pour ça que j'aime bien les John Wick, mais enfin, je dis j'aime bien les John Wick, je les ai tous vus qu'une fois, je les ai jamais revus. Ouais. Donc, ça se trouve si je revois, je m'emmerde, mais j'aime bien plus ou moins certains épisodes. Voilà. C'est un cinéma qui me dérange pas parce que
je pense que les séquences de scènes d'action, il veut pas maquiller le fait que ce soit des danseurs, tu vois. Oui. Le côté chorégraphié, je pense qu'il est voulu et c'est assumé comme tel. Ouais. C'est des mecs qui dansent, qui font des trucs jolis, tu vois. Par contre, si je me fais un peu chier et que j'ai du mal à être impliqué à fond, c'est comme je disais encore tout à l'heure, tout le monde se bat pareil et les scènes d'action, c'est les mêmes. Ouais, c'est ça. Tu en as vu une, tu en as vu 12. C'est ça. Il y a ce problème de... moi, en fait, je vais revenir vraiment... bon, désolé si c'est un peu foutraque. Parce non, que c'est pas foutraque. C'est bon, vraiment, moi, le récit qui est très, très important. Après, il y a des films à la John Wick que j'adore. C'est-à-dire des films découpés en séquences, tu vois. Ouais. Par exemple, j'adore Fast and Furious 5, tu vois. Et pourtant, c'est découpé en séquences. C'est-à-dire, t'as la scène de poursuite en voiture. T'as la scène de poursuite sur le train. T'as la scène de poursuite... C'est le côté, comment dire, je crois qu'il y a un mot, c'est gonzo qu'on dit, pour dire, en fait, tu attends les scènes, tu vois, ce qui se passe entre les scènes d'action, tu t'en fous. Quand tu auras de vendredi 13. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et moi, les grands films d'action, c'est les Verhoeven, c'est les Spielberg, c'est les McTiernan, c'est les Cameron, où il n'y a pas ce truc-là. Dans Die Hard, Piège de cristal, je dis pas, ah oui, il y a la scène de machin, à un moment, quand il poursuit bidule. Non, c'est tout intégré bien parfaitement, ça coule de source, j'ai pas d'autre expression, mais ça, ouais, c'est ça, c'est que ça coule en fait, c'est ça, c'est. Mais parce qu'il y a aussi c'est fluide, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire, mais parce qu'en fait, il y a, par exemple, Jackie Chan, il travaille comme ça, par séquence, genre, on va faire cette scène d'action, cette scène d'action, cette scène d'action, il faut créer du lien. C'est ça. Voilà. Et du coup, le film, pour moi, Jackie Chan, c'est des gonzo pareils, comme tu dis. Hein. C'en est, mais c'est pour ça que je te disais. Quand je vois Drunken Master 2, c'est pas pour l'histoire. Ah non, mais clairement, Mais c'est quoi la plus-value? C'est qu'il fait des cascades de gros psychopathes. Exactement. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. John Woo, c'est. Et il est attachant. Et il est attachant, c'est ça. Et aussi, il y a des scènes de comédie très drôles. Ce qui n'a pas les John Wick, par exemple. Voilà, c'est ça aussi. Parce que moi, je sais que quand je regardais Double Dragon, je crois, c'est un film de Tuark et de, je sais plus, un autre réal, ils l'ont fait à deux, avec Jackie Chan. Pas l'adaptation du jeu vidéo pourri. Non, rien à voir. Je sais plus, il a sûrement un autre titre, mais moi, j'étais plié en deux, quoi. Enfin, l'histoire, elle est géniale, parce qu'il a un jumeau, et en fait, il y a plein de, comment on appelle ça, un truc de vaudeville, enfin, avec des situations complètement drôles, et à côté de ça, tu as des scènes d'action monstrueuses. Et voilà, et John Wick, non, t'as rien. Le perso, il est vide. Le perso, il est creux, il fait rien, quoi. Il est pas drôle, il dit pas de réplique. C'est un costume. Hein. C'est un costume, tu vois. Il est pas attachant. Voilà, et John Woo, par exemple, je vais te dire, John Wick, c'est nul, parce que c'est des scènes d'action qui... interchangeables, quoi. Ouais. C'est juste que le concept, il change à chaque fois. Donc pareil, ça enlève un peu de la fluidité du coup, parce que genre, j'ai pas vu le 4, mais j'ai vu qu'il y avait une scène filmée de haut là, en mode Hotline Miami. Ouais d'accord, mais qu'est-ce que ça vient foutre là, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, c'est quoi la... Qu'est-ce qui le lie? Qu'est-ce qui fait que cette scène, je vais pas juste la regarder sur YouTube, tu vois ce que je veux dire? Et pas regarder, me taper 3 heures de film. Voilà. Alors que, et je pourrais dire, John Woo, c'est pareil, The Killer, c'est un mec qui tire sur des gens un peu... Parce qu'il y a aussi ce truc que j'aime pas, c'est cette espèce de scène d'action où c'est juste des mobs de jeux vidéo qui foncent sur le héros et qui sont butés. The Killer, je vais en parler après. Voilà. Pour moi, c'est un des plus grands films d'action. Voilà, on peut dire qu'il y a ça dans The Killer, mais sauf que c'est filmé de gros malades. Le perso, il a la classe, ils font des trucs de fou, ils glissent sur les rampes. Enfin, et c'est sale aussi. C'est ça que je remets Gareth Evans un peu dans le panier, c'est que même si je préfère 100 fois John Woo, c'est qu'ils ont ce truc de faire des scènes crades et où ça sent la sueur, le sang, la boue, tu vois. Âpre. Et voilà, c'est âpre. Et il n'y a pas ça dans. Il n'y a pas ce truc dans John Wick, quoi. John Wick, moi, je rate ça de façon. Ouais. Je te dis, encore une fois, franchement, je pense que c'est totalement un parti pris. Ouais. C'est un parti pris, mais moi, je déteste ça, quoi. Ouais, je comprends. Bien sûr, je comprends. Je déteste. Tout à fait, c'est un bien grand mot. Ça te touche pas, quoi. En vrai, John Wick, moi, j'aime bien le 1 parce que c'est juste un film de vengeance. Ça dure 1h30. Voilà, c'est trop bien, quoi. Enfin, c'est trop bien. C'est un petit film, hein, mais voilà, il fallait pas. C'est comme Balle perdue. Il y a un concept. Et il fallait s'arrêter là. Après, tu as une espèce de essayer de faire une méthodologie et tout derrière. Oui, bien sûr. Oui, donc, comme je disais, pardon, c'est pas. Si je rigole dans Super Grave, c'est pas. C'est ça. C'est pas par rapport au plan, tout ça. Et que j'ai parlé d'Dirty Harry. Dirty Harry, c'est si j'ai envie de suivre ce personnage, c'est parce qu'il fait des punchlines cultes. Oui, c'est ça. Il a un regard désabusé sur tout. Bon, c'est un peu plus que ça, Dirty Harry. Oui, mais c'est l'école années 70 où ça laissait vraiment. Enfin, on essayait de faire un. On n'est pas là pour parler de Don Siegel, même si j'aimerais bien un jour. Don Siegel, parce que j'aime beaucoup. C'est monstrueux, mais c'est un mec qui il se cache derrière.
Enfin, c'est pas un mec qui se montre, quoi. Tu vois, Don Siegel, quand il fait ses films, il se cache toujours derrière le récit, derrière son personnage. Un artisan. Voilà. c'est fabuleux aussi. Hein. Bah oui, bien sûr. Mais... Dans Pacific Rim, pareil, on a déjà fait un podcast sur ça, mais c'est parce qu'en plus d'avoir une gestion des corps absolument sublime, la mise en scène est tellement galvanisante qu'après chaque affrontement, après chaque scène d'action, j'aime un peu plus les personnages. Ouais. Tu vois. Au début, tu dis putain, mais le russe, là, il sert à rien. Les Russes, ils ont 2 répliques. On les voit dans 2 combats. Et ben, quand le comment ça s'appelle ? Le Jaeger, il meurt, tu es dégoûté, quoi. Ouais. Tu dis putain, parce que avant ça, il y a eu un combat où ils se sont parlé, ils ont échangé des trucs et tout, ils se sont mis en équipe. Et tout passe par la mise en scène. Ouais. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est vraiment fondamental, quoi. Et c'est pas élitiste de dire ça, hein. Comme je disais tout à l'heure, Transformers 3 de Michael Bay. Moi j'adore. Alors que Michael Bay, tout le monde dit qu'il est à chier. Oui, moi j'adore Michael Bay, la plupart des films. Hein, donc, enfin, on peut reprocher ce qu'on voit à Michael Bay, d'être putassier, vulgaire, bas du front, tout ce que tu veux. N'empêche que Marvel, ça fait 25 films qu'ils essaient de refaire la même scène d'action de la ville à la fin. Oui. Ils n'ont jamais réussi à faire aussi bien. Ça arrive pas à cheville. Mais voilà, Michael Bay, je le classe avec les Stewart, les John Woo et tout, c'est-à-dire que il va tellement loin, quoi, qu'après on peut détester, hein, mais il va tellement loin que tu restes pas indifférent, quoi. J'aime pas tous ces films à Michael Bay, moi non plus, mais le truc c'est que ça colle parfaitement avec ce que j'aime parce qu'il a une approche du cinéma qui est totalement en adéquation avec ce que j'aime. C'est-à-dire que en fait c'est la quintessence du cinéma d'action pour moi. La gestion des corps, comme je disais tout à l'heure, la mise en scène de la gestion du chaos, c'est pile poil, il fait que ça en fait. Ouais, c'est ça. Michael Bay, il fait que ça. Il aime bien filmer des jolis corps avec des chorégraphies de fous, des robots qui sautent. C'est exactement ça. Et la mise en scène de malade, évidemment, parce que lui aussi, il expérimente. Hein. Ouais, et puis il aime bien, lui, il n'a pas peur de faire des trucs qu'on adore dans les films d'action des années 80, c'est-à-dire des trucs touchants entre les persos, même si ça peut paraître cucu et tout, tu vois. Mais avec des musiques qui tombent au bon endroit, où tu vas t'attacher à tel ou tel perso, je pense genre à Ed Harris, qui est génial dans The Rock, tu vois, des trucs comme ça. Bien sûr. Il a pas honte, quoi, de faire des trucs... Exactement, et c'est sa limite aussi, parce qu'à côté de ça, il n'y arrive pas. Hein. Non. Quand il essaie de se poser un peu, genre The Island, ça marche pas. Non, c'est vrai. Donc, on dirait qu'il est obligé de tout faire péter à chaque fois. Exactement, il est bon que là-dedans. Quoi. Ouais, mais voilà, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il est... Enfin, bon là, j'ai pas trop aimé son dernier, là, Ambulance, mais en vrai, je me dis, c'est quand même assez dingue, parce que quand tu vois le nombre de plans qu'il y a, pour rendre ça vraiment lisible, parce qu'en fait, tu comprends tout ce qui se passe dans Ambulance. Hein. Oui. C'était un peu les reproches qu'on lui faisait à sa début de carrière, que c'était parfois un peu trop cut. Après, quand tu réfléchis, c'est pas pour lui trouver des excuses, attention. Il faudrait juste voir qui montait ses films. Ouais, c'est ça. Tu vois, non, mais c'est impressionnant parce qu'Ambulance, c'est n'importe quoi les plans. Au final, si tu les prends un par un. Oui, bien sûr. Et en fait, agencé, tu te dis, mais comment il a fait quoi pour... Enfin, comment il a fait sûrement le monteur, hein, comme tu dis, après, c'est storyboardé et tout, tu vois. Ouais, mais c'est dingue parce que. À quel degré c'est la faute de Michael Bay et c'est la faute du monteur à un moment donné, tu vois. Oui. Après, ça c'est, on rentre dans les détails, ça c'est. De toute façon, le chef, c'est le réalisateur. Oui, le chef, c'est le réalisateur. C'est pour ça que lui, il est en mode, je m'en fous s'il y a des faux raccords, mais il a raison parce que. Mais malgré ça, c'est d'une fluidité dingue. Après, je trouve que c'est amélioré aussi. Oui, c'est amélioré. Mais il s'est amélioré pendant la saga Transformers. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu auras le premier Transformers, c'est le 3, c'est hallucinant. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc, pardon, tu disais Tsuyark ? Oui, Tsuyark est un peu cette même. Comment dire ? Des fois, tu auras Time and Tide. Bon, je l'ai vu que 2 fois, donc je pourrais pas vraiment analyser le truc, mais je crois qu'il y a tous les mouvements de plan possibles. Tu vois ce que je veux dire ? Le mec, il a tout mis, et pourtant, c'est pas indigeste, et c'est pas en mode. Comment dire ? C'est pas en mode John Wick, juste il a mis ça pour faire cool, tu vois. Ouais. C'est vraiment. Tu es à fond dedans, quoi, tu vois. Je sais pas si c'était clair ce que je disais, hein, mais. Oui, c'est très clair. Oui, très clair. Donc c'est vraiment moi c'est ces 2 ingrédients-là qui font que... Après, je regarde pas le film en réfléchissant. Alors est-ce qu'il a bien fait ça ? Est-ce qu'il a pas bien fait ça ? Tu vois ? C'est vraiment en essayant de réfléchir quand des fois on parle de cinéma et tout, je me dis putain mais pourquoi ce film je l'ai adoré alors qu'il est à première vue il est pareil que celui-là, et en fait quand tu réfléchis tu dis non parce que voilà, le héros il a une façon de parler, de se déplacer, tu t'y attaches, la mise en scène elle a plus d'importance, tu vois, il y a tout qui concorde. Ça se joue au ressenti. Moi, on revient sur Transformers, j'aime beaucoup le 3 même si je trouve que sa première moitié est un peu chiante, mais moi mon préféré c'est le 4. Et pourtant tu vas dire à quelqu'un, il va dire mais c'est quoi la différence entre le 3, le 4, le 2, le 5, tu vois. Il va se dire mais c'est... Et voilà, c'est que j'ai ressenti des trucs. Bon, après, il faudrait faire un podcast sur la saga, tu vois. Mais pourquoi pas ? Ouais. Mais voilà,
C'est ça, c'est un niveau de ressenti qui fait que tel truc t'as tapé dans l'œil à ce moment-là et que tu te dis ça c'est bien foutu, alors que c'est les mêmes films, hein, tu vois, au final. Et toi, est-ce que tu as un souvenir de film d'action qui a vraiment marqué une rupture, genre tu t'es dit, voilà, c'est ce style-là que j'adore le plus, quoi. Qui t'a vraiment mis une claque. Moi, il n'y a pas vraiment de rupture, parce que, comme toi, moi j'ai commencé à regarder des films d'action sur TF1, tu vois, donc c'est le premier genre qui est venu, c'est les films d'action, et après, c'est le film d'horreur. Donc moi, j'ai grandi avec Schwarzy, avec Verhoeven, la Sainte Trinité, Verhoeven, Cameron, McTiernan. Oui, comme tous ceux de notre génération, voilà, je pense. Et je pense qu'on comprend... Enfin, pour moi, comme on dit, le temps fait son travail, c'est-à-dire que ces films-là, ils restent géniaux, tu vois. C'est pas juste parce qu'on était gamin, tu vois ce que je veux dire. Si je te pose la question, c'est parce que moi, oui. C'est pas genre une question sortie du chapeau, mais il y a à aucun moment un film vraiment que tu t'es dit, putain, là, c'est... Je pense que c'est Terminator 2. Terminator 2, je pense. Ouais. Ben, moi, comme je disais tout à l'heure, c'est The Killer. Ouais. Donc, de John Woo. Ouais. Parce que The Killer, c'était, si je dis pas de bêtises, je l'ai vu en VHS... je vais raconter ma vie, désolé. Ah, vas-y, c'est là pour ça. En fait, je l'ai découvert. J'allais en vacances chez ma mère. Ma mère, elle savait que j'aimais les films d'action. Ouais. Et quand je venais en vacances, il y avait un vidéoclub, là où elle habitait, où ils revendaient un peu les vieux films. Et ils avaient totalement pas le droit de le faire. Ah oui, je vois. Ils revendaient la petite étiquette là, dans le panier. Les droits locatifs et tout. Bon, bref. J'avais acheté le contrat comme ça. Le contrat avec Schwarzy. Ma mère, elle savait que j'aimais les films d'horreur et les films d'action. Donc elle allait, elle connaissait rien. Et elle a vu un mec avec un flingue sur la pochette, elle a acheté le film, que c'était The Killer. Tu vois. Donc je sais plus si c'était en 98 ou en 99. Je crois qu'il est sorti en salle en 95 en France. Ouais, ça je sais. Ouais, il a été fait en 89, il est sorti en 95. Ah ouais, putain, la vache, d'accord. Tu vois, je savais pas. Et voilà, donc je mets le film dans le magnétoscope, j'étais pas prêt. Ah non, c'est sûr. Je dois avoir 13-14 ans, j'ai rien découvert. Hein. Il y a plein de gens qui connaissaient le cinéma asiatique et tout, mais moi, perso, les films d'action, c'était Jean-Claude Van Damme. Voilà, ça n'allait pas aussi loin. Hein. C'était Stallone, c'était Schwarzy, j'en bouffais plein, tu vois. Ouais. Mais voilà, au niveau de la forme et du ton, j'avais jamais vu un film comme The Killer. Là. Donc c'est le premier film hongkongais que je voyais. Ouais. Donc, ma seule connaissance du cinéma asiatique, comme je disais, c'était Jackie Chan et Bruce Lee. Ouais. Bruce Lee, il a fait que des dubs. Je suis désolé, je sais que franchement, il y a des fans, mais je sais pas, je saurais pas te dire parce que ça fait tellement longtemps que moi j'adorais quand j'étais petit. Je les ai revus il y a 2 ans. C'est pas des grands films, ouais. J'adorais Bruce Lee quand j'étais petit, mais j'adorais Bruce Lee en fait. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, les films, voilà. Non, je pense que les Jackie Chan sont au-dessus. Parce que pour en revenir à ce que je disais avant, d'un point de vue gestion du corps. Bruce Lee, il pétait la classe n'importe où, n'importe quand. Oui, c'est ça. Tu vois. Mais les films de Bruce Lee n'ont inspiré personne, alors que les films de Jackie Chan et ceux de John Woo, on a vu ce que ça a donné dans les années 90. Je connaissais, voilà, donc je matais les Jackie Chan en boucle. Ouais. Bon, lui, il faisait du burlesque, du cartoon, donc je connaissais ça. Ouais. Tu vois, ça parle aux gamins, donc j'ai rien découvert, tu vois. Par contre, The Killer, j'avais vraiment jamais vu ça. Donc, jusqu'à présent, les ralentis dans le cinéma d'action... c'était genre pour souligner la prouesse d'une cascade, tu vois. Oui. Même chez Jackie Chan, il sautait, te montait 3 angles différents ralentis. J'avais jamais vu un ralenti qui était là pour t'émouvoir dans un film. Tu vois. Et dans The Killer, c'est ça. J'ai trouvé ça super émouvant. Et même encore aujourd'hui, quand je le vois, malgré... parce que on va essayer d'être objectif, c'est kitsch. Tu peux trouver ça kitsch. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Michael Bay qui essaie de mettre des musiques, machin, pour t'émouvoir sur des persos. Bon, dans The Killer, il y a ça. Hein. Tu peux clairement ça, totalement trouver ça kitsch. Et je suis sûr que si tu le montres aujourd'hui à des jeunes, ils vont rire. Quoique, aujourd'hui, je trouve que les gamins, encore plus que notre époque, ils sont gavés de mangas, de films coréens et tout. Et je suis sûr qu'ils seraient peut-être plus réceptifs à ce ton-là, ce truc un peu... Oui, les animés, ça n'a pas bougé à ce niveau. Ouais, c'est exactement ça. La musique... Les shonen, tout ça. La musique qui veut te faire chialer, les trucs appuyés, la façon de jouer un peu outrancière et tout. Les pauses, le mec qui prend les pauses et tout. Squid Game, ça cartonne. Voilà, donc, autant ça passerait encore mieux aujourd'hui. Tu vois, je suis mauvaise langue. Non, peut-être. Mais peut-être que ça passerait bien. Mais voilà, donc les travelling qui suivent les sauts improbables avec les personnages qui tirent les balles infinies, tu vois. Donc l'aspect symbolique mis au premier plan, c'est pas caché en filigrane, tu vois. Là vraiment il te montrait le héros il chiale et je me suis dit putain ce mec il est badass et tout mais il est quand même sensible, tu vois, il a un cœur. C'est vrai. Et non mais c'est vrai, en fait ce ton full premier degré qui met les potards à fond.
cette façon jamais vue de tenir un flingue là, s'en servir avec grâce, là il saute avec les colombes et tout ça, franchement, en même temps, les chargeurs ça m'avait vraiment énormément marqué. Et en fait, c'est depuis que j'ai découvert ce film-là que en fait, c'est ça que je recherche en priorité, tu vois. Pas de l'expérimentation de la mise en scène, mais une proposition. Ouais. Tu vois, quelque chose qui sort de l'ordinaire, que tu vois pas 600 fois. Et c'est pour ça que j'aime de moins en moins le cinéma d'action, parce que j'ai du mal à trouver autre chose d'intéressant là-dedans que cet aspect-là de la mise en scène. quelque chose quand le film finit, quoi. Alors que là, les scènes, là, comme on disait tout à l'heure, bon... Il faut que même les scènes en elles-mêmes, quoi. C'est même pas que le film entier, c'est les scènes en elles-mêmes, et tu restes rien, quoi. Moi je me souviens, nous on a grandi avec les VHS et tout, on était en mode un peu YouTube avant l'heure, c'est-à-dire on voulait revoir telle ou telle scène, tu vois, tel passage et tout. Et on était rembobiné pour la scène plusieurs fois. Ouais, c'est ça. Moi Terminator 2 j'en parlais, mais j'ai vu 50 fois la scène dans le bar au début. Bon, c'est pas une scène d'action, tu vois, mais quand tu arrives dans le bar et qui les bottes, je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto, voilà. Ça, j'ai revu 50 fois, tu vois. Et c'est toujours... quand tu la revois maintenant, c'est toujours génial. Hein. Non, voilà. Donc moi, franchement, c'était vraiment The Killer qui m'a... Enfin, j'allais dire... C'est toujours débile de dire ça, genre... je vais pas dire qu'il m'a éveillé au cinéma d'action. C'est pas ce que je veux dire, en fait. En fait, c'est en voyant The Killer que j'ai remarqué que c'était important, la mise en scène. Ouais. Oui, c'est vraiment Pourtant, je connaissais Terminator 2, c'est niveau mise en scène, c'est du chef-d'œuvre absolu. Mais quand tu es gamin, en fait, c'est quand tu es gamin, tu retiens plus Stallone et moi non, Schwarzenegger, tu vois. Tu retiens plus l'aspect ludique, le T-1000 et tout. Mais jamais quand j'étais gamin, je me disais il est beau ce plan. T'en as rien à foutre. Non, c'est sûr. Voilà. C'est The Killer qui m'a dit putain, mais là. La caméra qui tourne autour du personnage et tout, là, c'est un truc de dingue, ça fait beau, tu vois. Ouais, mais c'est ça, on parlait des ralentis, mais pareil, dans Terminator 2, tu as un ralenti à un moment avec le camion, la moto qui tombe du pont et le camion qui tombe derrière. Ouais. Putain, mais cette scène, tu vois, elle est pas gratuite. C'est pas juste un ralenti pour faire cool. Ouais. Cette scène, elle est marquante. Et d'ailleurs, je reviens sur un truc, parce qu'à ce moment-là, tu vois que Schwarzy, c'est pas du tout... Enfin, tu vois que c'est un cascadeur. Ouais. Et ça aussi, tu vois, c'est pour te dire que la mise en scène, elle fait tout. Parce que maintenant... Alors, j'adore Jackie Chan. Une des qualités, c'est qu'il fait ses cascades et tout. J'adore quand Tom Cruise, maintenant, c'est trop bien, il fait ses cascades et tout. Mais au final, je m'en fous qu'il saute en parachute, tu vois ce que je veux dire. Parce que Jackie Chan faisait vraiment des trucs de dingue, autres que sauter en parachute, tu vois. Alors que bon, Tom Cruise... Et voilà, et c'est pour dire que... Là, on dirait que on va parler de Mission Impossible vite fait. Tu sais, je donne un ordre comme ça. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais genre Mission Impossible, le truc maintenant, c'est Tom Cruise qui fait ses cascades. Ok, mais c'est chiant comme la mort. Les scènes, c'est au niveau de John Wick et Fast and Furious, tu vois. C'est bizarre, la saga Mission Impossible, parce que quand je vois les films, et ça depuis le 4, je vois les films, je suis putain, il est cool ce film. Ouais. 2 jours après, j'ai oublié. C'est ça, mais moi je pense que c'est le récit. Les films, ils sont beaux. Le dernier, encore pire. Ils sont beaux, ils sont classe. J'ai pas vu le dernier. J'ai pas vu le dernier. Non, moi j'adore Macquarie, ce qu'il fait. Enfin, par exemple, Jack Reacher, je trouve que c'est un gros film de mise en scène. Enfin, pour moi, c'est vraiment presque une perfection de mise en scène. Et non, mais c'est juste pour dire que la plus-value, c'est ça. Ok, il fait ses cascades. Ouais, Schwarzy faisait pas ses cascades. Les scènes, elles sont monstrueuses, tu vois ce que je veux dire. Et elles sont beaucoup plus marquantes parce qu'il y a la mise en scène de James Cameron derrière qui fait... Après, tu parles de Mission Impossible, mais tu vois, par exemple, le 1 de De Palma, j'adore. Ah oui, non, attends, là, c'est autre chose. Mais, mais ce qu'il y a, c'est que le 1 de De Palma, c'est plus un film d'espionnage qu'un film d'action. Ouais. Et du coup, voilà, là au moins, tu as à bouffer. Ah oui, tu vois ce que je veux dire en termes d'intrigue, de mise en scène et tout. Moi, je le classe même pas dans la saga, celui-là. C'est un chef-d'œuvre absolu. Non, tu vois, c'est un des derniers bons films de De Palma en plus. Mais c'est l'intrigue qui prime sur... Exactement. Il y a du suspense, il y a une tension, il y a des moments vraiment presque inquiétants, quoi. Tu as vraiment cette ambiance, tu sais. Là, c'est renversé, les scènes d'action, tu t'en fous. Espionnage, mais vraiment un peu glauque, quoi. Tu sais. Ouais, en plus, le récit est génial, et puis. Non, ça envoie du pâté, hein. Mais oui, non, après, les autres, pour moi, c'est du Fast and Furious, hein. Un peu plus classe. Ouais. Même John Woo, il s'est planté, hein, sur... Oui, voilà, oui, bien sûr. Ouais. C'est ça. Donc au final, Avoc et Balle perdue 3, on conseille ou on conseille pas? Moi je conseille Avoc à voir. C'est une série B très bancale. De vidéoclub peut-être. Ça peut marcher sous cet aspect-là, tu vois. Après, là, on fait l'effet une bouche, mais il y a plein de séries B que je regardais dans les années 90 qui sont moins bien et que je matais, tu vois. Ouais, mais voilà, moi, il me manque ce truc, ça m'a déçu. Après, peut-être j'attendais... Oui, parce que c'était Gareth Edwards et Tom Hardy. Peut-être que je fais le procès du film, alors que le film... Là, c'est moi comme je l'attendais, avec vraiment Tom Hardy en tête d'affiche qui va casser des bouches.
Ouais, c'est toujours pareil. C'est comme quand Pixar sort un film juste bien, t'es déçu alors que le film est bien, tu vois. T'es tellement habitué. Ouais. Donc, ouais, il me reste pas grand chose, mais à voir comme ça. De toute façon, c'est Netflix, donc j'ai à voir. Si vous aimez les patates dans la bouche, les bras cassés, les ambiances un peu glauques, franchement, ça peut se mater. Si on s'attend pas à un gros film, ça passe. Non. Après, balle perdue, bon, ben. Non, moi, je pense que c'est vraiment un mauvais film, c'est raté. Ouais, c'est vraiment raté, c'est chiant pour une soirée. Netflix, bon. Je pense que le principe, c'est de faire comme avant avec les vidéoclubs. C'est-à-dire, tu rentres chez toi le soir et tu as envie de te mettre un truc pas trop exigeant. Et franchement, balle perdue, c'est exigeant parce que c'est quand même assez chiant, quoi. C'est chiant et c'est long. Après, le problème de Netflix, c'est le même problème que j'ai avec les plateformes de streaming musique, Spotify et tout. C'est-à-dire que ça va faire un peu vieux con ce que je dis, mais je pense que ça se vérifie. Je suis pas seul à le dire, mais au début, j'étais un peu dubitatif. Mais là, je pense que ça se vérifie. C'est que à l'époque, les jeux vidéo aussi, par exemple, à l'époque, quand tu achetais un jeu, même s'il n'était pas bon, tu le ponçais. Ouais. À l'époque, tu achetais un CD, tu sais que tu n'en avais pas à avoir beaucoup, tu le ponçais. Ouais. Quand tu vas au cinéma voir un film, tu n'as pas le choix de le regarder, d'être concentré, parce que tu fais que ça. Ouais. Quand tu allais louer un film, tu louais un film, tu pouvais pas en louer 25, tu pouvais pas zapper. Ouais. Avant, quand un film passait à la télé, pareil. Exact. Voilà, tu le regardais, de toute façon, tu changeais de chaîne, il y avait des films qui t'intéressaient pas, donc tu étais obligé de le finir. Là, le fait d'avoir tout le temps, j'ai l'impression que c'est peut-être pas de manière consciente, mais tu es moins impliqué dans les films que tu vois. C'est-à-dire que moi, maintenant, depuis que j'ai remarqué ça, quand je mate un film, je pose mon téléphone dans une autre pièce et j'éteins toutes les lumières et je le fais quand mon fils il dort. Je sais que voilà, comme si c'était dans la salle. Et j'essaie de me concentrer que sur, même si j'ai du mal à rentrer dedans, parce que je sais que maintenant on est tellement habitué à être distrait par tout et n'importe quoi qu'on j'ai du mal à rentrer, de plus en plus de mal à rentrer dans les films. Donc si tu fais chier 10 minutes, tu dis tiens attends c'est ça. J'ai juste à revenir, tu sais, tu n'as pas à te lever à changer le CD ou quoi. Hein, tu laisses pas la chance. Puis au pire, tu le reprends à l'endroit où tu t'es arrêté. Exactement. Donc, tu vois, par exemple, le projet Blair Witch, moi, je sais qu'il a ses détracteurs et tout. Moi, je trouve que c'est un bon film. C'est une proposition intéressante, en tout cas. C'est un film, si je l'avais découvert aujourd'hui, autant j'aurais zappé au bout d'un quart d'heure. J'aurais dit, laisse tomber. Le nombre de films que j'ai pas fini. En tant qu'expérience en soi, Donc, je sais pas, c'est peut-être une grosse connerie. Hein. Peut-être que ça se vérifie pas. Non, mais ça joue, mais après, je pense pas que le film soit. Comment dire ? Non, attends, je dis pas que c'est à cause de ça que j'ai pas aimé. Oui, non, je sais. Non, ce que je pense que tu veux dire, c'est que les films sont peut-être produits maintenant avec cette réflexion-là. Oui, aussi. c'est ça. Oui, bien sûr. Ce qui fait que c'est intéressant de le voir comme ça. Parce qu'en fait, nous, déjà, on est plus facilement déconcentrés et tout le bordel, parce que justement, les films, ils sont à la maison. Donc, la plateforme, elle sait que peut-être que les gens ils vont regarder ça en faisant la vaisselle, peut-être que les gens ils vont regarder ça un bout aujourd'hui, un bout demain. Donc ils se disent comment on va produire et faire les films pour que les gens regardent plus, tu vois. Alors, je sais pas si franchement c'est un truc que je lance comme ça, autant ça se vérifie pas, mais il y a sûrement quelque chose parce que ça arrive souvent avec Netflix. Mais là, oui, voilà aussi. Je sais plus trop. Moi, j'ai plus trop suivi toutes ces histoires de budget et tout avec l'inflation, tout ça. Mais j'ai regardé Avoc avant qu'il sorte, je voyais 90 millions, quoi, tu vois. Je me suis dit, putain, mais ça va, quoi. C'est confortable. Enfin, on va en avoir pour notre argent, quoi. Hellboy 2, c'est 60 millions. Voilà. Alors, je sais pas ce que ça vaut avec l'inflation, machin, bidule. Voilà, c'est 60 millions. Mais putain, 90 millions, c'est ça ? Un espèce de film où il y a 3 décors. Enfin, ça fait un peu pitié, quoi. Une poursuite en CGI. 2, c'est 2008 ou 2009 2008. Ouais, donc ça a presque 20 ans. Ouais, je pense que non, ça le dépasse pas. Hein. Non. Même avec l'inflation, ça dépasse pas les 90 millions. Non, parce que même District 9, je me souviens à l'époque, c'était un truc genre, il coûte 30 millions, quoi. Ouais, 30 millions. Et là, quand j'ai vu 90 millions, je me suis dit, ouf, ça va être gros, quoi. Ouais, non, c'est sûr qu'il n'y a pas l'argent à l'écran. Hein. Non. Franchement, tu me dis, ça coûte 30 millions, je te crois. Ouais, c'est triste. Et puis, voilà, je tourne en rond là-dessus, mais tu mets. On parlait des films d'action, tu peux pas remplacer. Bon, je sais que c'est pas aussi gros, mais quand tu parlais des décors et tout, Schwarzy, tu peux pas le changer de Terminator, Stallone de Rambo, Chow Yun-fat, c'est The Killer. Là, Tom Hardy, tu mets n'importe qui. Alors que c'est un gros acteur, pour moi, il est aussi génial que ceux que j'ai cités, quoi, ce mec. Bah, il a pas grand-chose à bouffer. Frustrant, quoi. Il a vraiment pas grand-chose à bouffer. Il a peut-être plus envie ou quoi, ou alors il est trop vieux déjà pour faire ça, mais. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Balle perdue 3, donc on vous conseille pas. Non, pas du tout. Hein. Voilà. Vraiment, à la limite, si vous n'avez pas vu les 2 premiers et que vous voulez vous faire les 3 d'affilée. Oui, voilà, matez les 3 d'affilée, mais voilà. Sachez que c'est vraiment moins bon que les 2 premiers. Et Avoc, si vous aimez les séries B qui tâchent un peu, vous pouvez vous tenter, mais sachez que ça reste une petite série B. C'est ça. Voilà. Rien de
bien folichon. En tout cas, on aura pu rebondir et discuter un peu de pourquoi on aimait les films d'action. Ouais, j'espère que ça, au moins, ça vous aura un peu intéressé, ça a été un peu pertinent. Je sais pas ce qu'on va traiter la prochaine fois. Je sais pas ce qui va sortir là. Je sais pas du tout. Alors là, j'ai oublié de préciser en début de podcast, mais on en sort un peu moins là parce que nos vies professionnelles et personnelles font qu'on n'a pas trop le temps en ce moment, mais ça veut pas dire qu'on n'a plus envie. C'est juste non, que, pas du tout. Donc, au contraire. Une fois que cette période-là sera passée, on continuera à vous en faire même un peu plus. Donc, à plus Stéphane. À plus Thomas. Et à plus tout le monde. Ciao. Ciao.